Wade jams it. Shot clock, Wade back door. Go get that. Wade, Wade Wade with a steal, with two. Wade puts it up for the win. Yeah! He did it! Dwayne Wade with the steal and the game winner. Bonjour à toutes et à tous, c'est le Général D, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'un de nos joueurs préférés, D-Wade aka le Flash. D'ailleurs, j'ai une petite question avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on retient de la carrière de D-Wade? Le leader, l'alpha ou le lieutenant de luxe de LeBron? Mon gars, qu'est-ce que t'en penses toi de tout ça? Sujet de malade, sujet de malade. Non, ça fait longtemps qu'on doit traiter ce sujet. Comme tu l'as dit, D-Wade, bon gars, très bon joueur. Je pense que les gens, ils ont un peu oublié cette équipe. Mais vrai sujet. Nous, on l'a vu, D-Wade, on l'a vécu, D-Wade. Plus que l'avoir vu, on l'a vécu. Donc, je pense que on connaît la réponse. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que ces dernières années, les gens, ils retiennent surtout la deuxième partie de sa carrière, sur la partie où c'était un peu le second de LeBron. En tout cas, c'est l'impression qu'on avait. Donc, non, c'est un très bon sujet à traiter. Et ouais, j'espère qu'on va pouvoir redorer les blasons du soldat D-Wade. Enfin, c'est pas un bon jeu de mots, soldat, parce qu'on a dit que c'était un leader. Mais bon, tu m'as compris. Tu m'as compris, tu m'as compris. Bah, tout de suite, on va commencer directement à partir du moment où, quand il a été drafté, bien sûr, il était dans l'ombre des 2 ou 3 autres compères, sans compter Darko Milicic, qui a été pris avant certaines personnes. Ça, c'est un truc que je ne comprendrai jamais. N'hésitez pas à aller faire un tour sur les premiers draftés, et quand vous connaîtrez l'histoire, ceux qui n'ont pas cette culture, allez faire quelques recherches, allez bosser un petit peu. C'est ce que nous, on a fait tout au long de notre apprentissage. Pour te lancer sur le sujet, le début de carrière de LeBron au Heat. Ah oui, D-Wade. T'aimes tellement LeBron, Non, Comment en ça? vrai, le truc, je pense que aussi la confusion, elle vient du fait que D-Wade, comme tu l'as dit, c'était pas forcément le joueur attendu, surtout sur cette draft. Pour ceux qui s'en souviennent ou pour ceux qui connaissent l'histoire, la draft 2003, c'était la draft de LeBron et de Melo. C'était les deux protagonistes, c'était les deux joueurs attendus, c'était les nouveaux Magic and Bird, soi-disant. T'as un gars qui est venu gâcher la fête. J'ai envie de dire ça comme ça. Même si sur la première saison, effectivement, sur les battles de rookie de l'année, c'était entre Melo et LeBron. Mais t'as D-Wade qui a fait son petit chemin de carrière et qui a été très bon sur sa saison rookie. Très, très bon Bah, sur sa saison rookie, qui était pas attendu à ce niveau-là et qui bah a commencé comme à s'imposer déjà comme un leader chez le Heat. c'est vrai que c'est pas facile d'être dans l'ombre de ces deux stars, surtout que LeBron et Melo ont fait un parcours, un cursus universitaire très très intéressant. Sur leur première saison rookie, pour moi, même si ça a été quelque chose, une petite confusion, pour moi c'est Melo qui aurait dû avoir ce titre de rookie de l'année, mais bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais pour en revenir à D-Wade, il finit sa saison rookie avec 16 points, 4 passes, 4 rebonds. Bien qu'il ait fait une saison plus que solide, même lors du rookie game, on peut voir qu'il cherche sa place auprès des médias. Les médias, ils en avaient que après LeBron et Melo. C'est assez compliqué, mais très vite, il fait une saison très solide. Et sur la première saison, on peut voir qu'il ramène quand même 17 victoires de plus au Heat par rapport à l'année dernière. Donc, c'est pas quelque chose à négliger. Bah, je pense que déjà, comme tu l'as dit, on peut remettre un peu le contexte pour rapidement remettre le contexte de la draft. T'as Melo qui a fait son année à Syracuse, qui a gagné le titre universitaire, qui est considéré comme le futur parce que voilà, c'est déjà un winner. Il a gagné en une saison en étant freshman à Syracuse. Et t'as LeBron, même si il est pas parti à l'université, c'est le king, quoi. C'est le chosen one. C'est la deuxième venue de Jordan d'après certains. Et à côté, t'as D-Wade qui n'a même pas été recruté au niveau universitaire, qui finit dans une petite université, je vais te dire le nom, mais je pense que les gens ne connaissent pas, qui finit à Marquette. Ce qu'il y a à noter quand même, c'est que même en étant dans une université, on va dire de second plan, il a quand même réussi à se faire remarquer parce qu'il a réussi à mener cette université dans un bon parcours sur les playoffs universitaires sur la March Madness, avec un match en triple-double contre Kentucky qui a quand même pas mal marqué les esprits. Et effectivement, il a réussi à amener tout ça derrière sur sa carrière en NBA. D'ailleurs, c'est l'une des choses qui a poussé le Heat à le recruter, mais pas que, parce qu'on voyait déjà des qualités de leadership, un winner, et surtout un gars qui joue bien des deux côtés du terrain. Il y a tout ça à dire parce que c'est vrai que sortir de l'ombre, comme tu l'as dit, aussi bien médiatique, mais même dans des performances de gars comme LeBron et de Melo à l'époque, c'était pas facile. Moi, je me souviens du truc, c'était de la folie. Genre, quand je dis, je me souviens, mais t'étais là aussi, on l'a vécu parce qu'on avait suivi cette draft et cette période comme des malades. C'est vrai que la hype qu'il y avait autour de LeBron et de Melo à l'époque, C'était phénoménal.
Ouais, c'était un truc de fou. Donc tu te dis comment il y a un troisième gars qui va sortir de l'ombre et qui va réussir à mettre la lumière sur lui. Et en vrai, G-Wade, sur la saison rookie, sur la saison régulière, les gens parlaient de lui parce que personne n'attendait à ce niveau. Mais c'est surtout un playoff, premier match contre Charlotte, où malgré les vétérans comme Caron Butler, Lamar Odom, il y avait qui d'autre dans leur équipe? J'ai oublié. Eddie Jones. Eddie Jones, qui était le meilleur scoreur du 8, etc. Bah, c'est G-Wade qui s'est mis en avant. C'est G-Wade qui a mis le shoot clutch sur le premier match. C'est G-Wade qui a fait un record pour un rookie de passes, avec un match à 14 passes sur un match de rookie. C'était 14 ou 16 passes. Bref, c'est un gars que personne n'attendait là. Et au final, dès sa première saison, il te montre c'est un winner. C'est un gars, je vais ramener mon équipe en playoff sur la première saison. Je vais être décisif dans les playoffs. Et en plus, je m'impose dans l'équipe en mode, eh, c'est bon, c'est moi, je suis là. Et voilà, j'éteins tout. C'est remarquable déjà dès la première saison, mais ce n'est que la première saison. Parce qu'après, derrière, faut voir la deuxième, tu vois. On passe vraiment aux choses sérieuses parce que on est vraiment dans la construction de la première partie de G-Wade où là, c'est l'alpha qui est en train de se créer. Lors de sa deuxième saison, il fait une saison quand même à 24 points, 6 passes, 5 rebonds. Le 8 est à 59 victoires, 23 défaites, mais surtout, il est épaulé du Diesel, le Shaq, Superman, appelez-le comme vous voulez. Vu que les Lakers, ils se sont débarrassés de lui un petit peu bizarrement pour laisser la place à Kobe. Après, ça ne marchait plus entre lui et le Mamba. Donc, il fallait forcément prendre une décision. Et pour moi, c'est la meilleure décision qu'ils auraient pu faire. Bien que je pense que... Chaque, t'abuses, c'est chaque quand même. Je vais pas dire, bon. Bah, Après, voilà, non, on n'est pas là pour ça, mais c'est chaque. Et de tu toute vois que façon, derrière, quand il arrive à Miami, on sait tout ce qui se passe derrière. Tu vois, il gagne son premier titre au bout de sa troisième saison. Et comme tu l'as dit, dès la deuxième saison, quand Shaq il arrive, le hit, ça devient directement un contender. Et tu vois, à travers ça, pour la partie, est-ce que D-Wade c'est un alpha, est-ce que c'est un lieutenant? Bah, le Shaq, quand il arrive, il dit quand même directement à D-Wade, alors que c'est que sa deuxième saison, eh gars, c'est ton équipe. Moi, je suis là, je suis avec toi, je vais t'épauler, je vais t'aider à grandir, mais c'est ton équipe, c'est toi le boss ici. Donc, c'est à toi de prouver à tout le monde que tu vas nous ramener au sommet. Donc, déjà, je trouve que ça répond plus ou moins à la question, même si les gens vont dire faut pas s'arrêter là, mais je pense qu'il y a plein de gens qui ont pas suivi toute cette partie-là. Et tu vois, même le nom, tu disais Akaya le Flash, mais le Flash, c'est qui lui a donné ce surnom? C'est le c'est Shaq quand il est le arrivé, il lui Shaq. a donné le surnom. Et en vrai, tu vois, juste sa deuxième saison, en fait, pour moi, il s'est déjà établi comme, ça y est, je suis le boss de Miami. Et c'est pas juste, je suis le boss à Miami, je suis un boss dans la NBA. Parce que directement, deuxième saison, il est All-Star. Chose que Melo, par exemple, n'était pas. Chris Bosh, il était pas All-Star dès sa deuxième saison. LeBron, il l'était, mais ça, voilà, c'est normal. Après, c'est LeBron. Voilà, c'est LeBron, c'est normal. Et pareil, ses stats, elles étaient montées aussi. Mais tu vois, emmener son équipe en playoff, en faire des contenders dès sa deuxième saison, LeBron, ça, il l'a pas fait. Bah après, tout se dessine. Comme tu l'as dit, déjà rien qu'en playoff, qui crucifie les Hornets sur un game winner, le sang-froid qu'il a pu avoir et sa clutch attitude qu'il a su développer, ça nous en dit long sur qui G-Wade il était. Mais après, on va commencer vraiment à se concentrer sur cette partie de la troisième saison et sur le titre. Cette campagne, elle était tout juste incroyable. Et le fait que au bout d'un moment, je sais que le Shaq le dit dans une interview, c'est vrai que D-Wade avait tendance un petit peu trop à se reposer sur le Shaq par moment. Après une discussion entre quatre yeux, le Shaq lui dit, écoute, comme je l'ai dit, c'est ta team, mais il lui faisait comprendre qu'il ne pouvait plus compter sur lui dans les moments décisifs et que c'est à lui vraiment de prendre ses responsabilités en tant que leader. Et c'est là que les choses, elles commencent à évoluer. Bah, il y a ça et concrètement, bah, cette troisième saison, si tu prends du recul et tu la compares à d'autres saisons de Star NBA, c'est quasiment une saison all-time. Dans les stats, déjà, il fait une saison à quasi 28 points, 6 rebonds, 6 passes sur la saison régulière. Encore une fois, il est All-Star, il est All-NBA second team. Déjà, il y a ça. Et après, bah, il y a le run en playoff où là, je sais pas si on en a vu beaucoup des runs comme ça, Non. surtout pour un joueur qui est que dans sa troisième année. C'est un truc qu'il faut vraiment dire. G-Wade, dès sa troisième année, il faisait déjà des trucs de malade. Il les faisait sur le terrain, dans les performances, dans les stats. Mais quand tu voyais les matchs, fallait le vivre, le truc. Tu vois, genre, je me rappelle, il y avait des comparaisons à l'époque avec Michael Jordan parce que il faisait des trucs, il mettait des lay-ups. Tu te dis, mais c'est quoi ces shoots? C'est un malade, le mec. Et il y a un truc qu'on voit plus trop aujourd'hui et dont on ne parle pas trop, c'est que ce gars-là, il y allait sans relâche. Il s'arrêtait jamais. Et je pense que c'est vraiment ce qui a marqué tout le monde sur la finale contre Dallas, où il a fait l'une des meilleures finales NBA qu'on a vues à ce jour. C'est qu'il s'arrêtait jamais. C'est un joueur qui pénétrait, qui allait, il a pris l'équipe, il l'a porté sur ses épaules.
épaules, alors que Shaq était là. Et on connaît les stats de Shaq sur des finales. On sait qu'il est capable de détruire des équipes à lui tout seul. Non, non, c'est T-Wade. Il a décimé, il les a découpés, il a fait tout ce que tu veux à Nowitzki. Mais je pense que même Nowitzki, quand il en parle, il dit, cette finale, elle lui a arraché le cœur. Parce que les mecs, Dallas, ils commencent de zéro, ils se disent, c'est bon, on va y aller. En plus, on a la meilleure équipe. Tout est réuni pour que. Et en fait, non, t'as D-Wade qui vient et qui est en mode, ouais, non, les gars, on Bah, va vous le la laisser truc, celle-là. l'un des faits marquants aussi de cette finale, moi, je me rappelle ce qui m'a vraiment beaucoup marqué. Bah, après, je crois que c'était lors du deuxième match. C'est à partir de là que le Shaq aussi lui a parlé. Les deux premiers matchs, ils les perdent. Premier match de 10 points, je crois. Le deuxième, c'est plutôt une belle victoire de Dallas. Il fait 42 points, 13 rebonds. Donc, et après, ça enchaîne. 42, 36, 43. Donc, franchement, que des perfs d'anthologie. Et au final, il finit par soulever le trophée. À ce moment-là, le mec qui était dans l'ombre, on ne voyait pas, par rapport à ses deux compères, lui, il a un titre. Et on se demande, pour quelqu'un qui a toujours été en dessous des radars et qu'on misait pas sur lui, la bonne pioche, elle a été faite. Peut-être que Détroit aurait peut-être dû aussi miser sur lui. Ouais, faut pas parler d'eux. Faut pas parler d'eux parce que tu passes Melo, c'est une chose. Mais derrière, t'as Chris Bosh, tu passes D-Wade. Et en vrai, quand on a les reports sur D-Wade, on sait que c'est un joueur qui peut jouer sans ballon. Donc, c'est même pas un joueur qui est obligé de mettre titulaire. T'aurais pu le mettre sur le banc derrière Rip Hamilton. C'est un joueur qui défend. Donc, imagine-toi D-Wade qui arrive à Détroit avec sa défense. C'est une dinguerie. C'est un joueur offensivement qui est capable de se créer son shoot tout seul. Bref, on va pas refaire l'histoire, c'est pas grave. Mais Détroit, bon, jusqu'à présent, ils s'en mordent les doigts. Mais tu vois, juste pour revenir rapidement sur sa finale, faut rappeler quand même que ses stats en finale, elles sont historiques. Un joueur qui tourne à quasi 35 points, il est à 34,7 points sur la finale. Et encore, je rappelle, c'est sa troisième saison NBA. Troisième saison NBA, le gars, il te fait des finales historiques avec chaque à côté. Bref, c'est un truc de malade. Et ça te classe un gars. Et comme tu l'as dit, à partir de ce moment-là, tu vois que le débat, il commence à changer. C'est-à-dire la petite histoire qu'on a essayé de créer autour de Melo et LeBron, la rivalité, nanana, nanana. Bah, en vrai, la vraie rivalité qui commence à se créer, c'est plus LeBron et D-Wade. Parce que D-Wade commence à avoir les choses que LeBron devrait avoir. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, tout le monde se dit, ouais, LeBron, il va arriver dans la NBA. Il va tout changer, il va tout chambouler. Et tu te dirais plus, bah, le gars qui va gagner très rapidement et qui va s'imposer comme le leader un peu de la nouvelle génération, bah, c'est LeBron, naturellement. Bah après, pour en revenir là-dessus, D-Wade, je pense qu'à même à ce niveau-là, il avait rien à envier à ses deux compères, dans le sens où, pour voir son duel, par exemple, directement avec LeBron, vu qu'après il a été associé avec lui, et ça on en parlera dans la deuxième partie, on peut bien voir que dans leurs duels qu'ils ont été épiques, dont un, je crois que c'était en 2006, si vous pouvez aller voir le match, il est toujours Ouais, ça, sur c'est un YouTube. classique. Non, c'est un classique, c'est un classique. Ce match-là, même si dans la finalité, LeBron a toujours eu plus de victoires ou quoi que ce soit, mais Du tort individuellement, quand il était sur la fin, il jouait à oui, Chicago. bon, mais Parlons du concret, soyons sérieux. de mais D-Wade, a toujours su répondre et a toujours eu les réponses pour pouvoir, défier, LeBron en duel, notamment, même une de des actions phares, le dunk qu'il a fait sur, Varejao. C'est des actions à ne pas oublier. L'action, It's l'action, my house. l'action avec le Shaq aussi. L'action avec le Ah Shaq. oui, du milieu de Quand terrain. ouais, le alley-oop, là, quand il met le grand pont à Pavlovic, là, cette action. Je sais pas si tu te souviens, mais cette action, moi, je l'oublierai pas. Je me rappelle comment elle nous avait rendu dingue. Bah, Ouais, non, c'était du n'importe quoi. Le truc qu'il faut quand même retenir, c'est qu'à ce moment-là, D-Wade, dans la ligue, c'est un top 5. C'est un top 5 player dans la ligue. easy. Ça veut dire qu'il regarde, comme tu l'as dit, par rapport au duel, il regarde LeBron dans les yeux. Quand tu les regardes, les deux, tu te dis, ah ouais, en vrai, il y a un débat. C'est pas si évident que LeBron, ce sera le gars qui va avoir la meilleure carrière, que c'est LeBron le meilleur joueur. D'ailleurs, je pense qu'il y a eu un complexe qui s'est créé par rapport à ça, où tu te dis, ah, il y a un gars de ma génération, il a gagné avant moi. Et en plus, quand on joue l'un contre l'autre, le gars, il veut me tuer. Alors que tu vois, ils sont potes, on connaît l'histoire, ouais, ils sont potes, ils sont proches. Mais et moi, c'est un truc, c'est l'un des regrets. C'est pour ça que les gens, ils comprennent pas pourquoi on est dégoûté quand il s'est passé ce qui s'est passé en 2010. Mais parmi les meilleurs matchs que tu pouvais regarder à l'époque à ta télé, c'était les duels Miami-Cleveland. Parce que tu savais que tu avais LeBron d'un côté
qui allait tout faire pour éteindre D-Wade. Et t'avais D-Wade qui, lui, il était en mode, peut-être aussi, lui, il avait ce complexe de, moi, j'ai pas été connu comme toi, j'ai pas été médiatisé comme toi, mais sur le terrain, je vais montrer que je suis là. Et ça donne des matchs. Les deux, ils sont presque au triple-double, comme tu le disais sur le duel en 2006. L'autre, il met 47 points. T'as l'autre qui met 44 points. Genre, faut se rendre compte, tu vois, genre, les gens qui étaient là et qui ont vu les matchs, je suis sûr qu'ils comprennent ce que je suis en train de te dire. C'est que, à l'époque, nous, on avait le droit à ça, des vrais duels de stars, tu vois. T'avais, à l'époque, les rivalités Kobe T-Mac ou Kobe Iverson. Tu savais que dans un match, ils voulaient se tuer. T'avais cette rivalité qui avait été mise en place, Melo LeBron, mais t'avais surtout D-Wade et LeBron. Et c'était des matchs épiques. Sincèrement, allez regarder le match de 2006. Je crois que c'est un match du mois d'avril de 2006. En tout cas, c'est facile à le retrouver, mais retrouvez au moins le résumé. Et même dans les actions, c'est pas juste des gars qui se cachent à shooter à 3 points. C'est des mecs qui rentrent dans la raquette, qui essayent de se tuer. Tu vois, tu parlais du dunk sur Varejao. Bon, ça, c'est en 2009, je crois. Mais c'était une réponse de D-Wade à un dunk de LeBron juste avant. Et c'est, tu vois, c'est l'esprit du basket, l'esprit compétitif qu'on kiffe. C'est genre, ah ouais, toi, tu dunks sur mon équipe. Bah, attends, tu vas voir. Et derrière, il va, boum, il éclate Varejao. Mais, frère, moi, faut me redonner des duels comme ça. Là, ils sont rentrés dans un air bisounours. Les gars, ils veulent pas. Bon, heureusement, il y a encore d'Anthony Edwards, etc. Mais ce que D-Wade et LeBron, ils avaient avant de faire, tu connais l'histoire dans des lieux de super team, c'est quand même un truc de malade. Mais après, effectivement, pour revenir, et je te laisse refaire la transition sur l'après-titre, c'est que D-Wade, il s'est directement imposé comme un top 5 dans la ligue. Pas juste à son poste, mais dans tous les joueurs, c'était un top 5 dans la ligue. Et même aujourd'hui, quand tu le prends avec du recul, tu dis, ah ouais, D-Wade, il a pas d'MVP. Bah, C'est le seul petit bémol, j'ai envie de dire, sur sa carrière. Parce qu'en vrai, si on parle du niveau de jeu et des accomplissements, il aurait pu. après, c'est difficile d'aller chercher un titre de MVP avec, il y avait quand même Kobe à cette époque-là, donc ça veut dire qu'il aurait fallu qu'il fasse des choses encore mieux qu'au Kobe. Pour le Heat, ça devient aussi un petit peu plus compliqué, malgré que la saison d'après, il continue à faire une bonne saison. Pendant 2 ans, le Heat, il reste compétitif. Arrive le moment fatidique où il fait la meilleure saison de sa carrière. Il est à 30 points. C'est comme Shaq qui part, ça, après, non? Oui, c'est ça. Le Shaq qui part parce qu'il est blessé. Il y a plus vraiment d'entente dans l'équipe sur les 3 saisons suivantes. Mais par contre, le D-Wade Prime, saison 2008-2009, les JO, ouais, saison à 30 points, 7 passes, 5 rebonds, saison très très solide. 3e au classement des MVP. Allez regarder, franchement, ceux qui connaissent pas vraiment la carrière de D-Wade, allez regarder franchement les actions qu'il pouvait te mettre où son corps il se tortillait dans tous les sens. Notamment, je reviens aussi sur une action que là j'ai en tête. Quand on sait pas comment il se retourne contre Détroit, il est dos au panier, il saute par-dessus le joueur et il arrive quand même à jeter la balle. C'était en play-off, incroyable aussi cette action. Bah, même, il y a cette partie où on va parler de ses performances, le fait qu'il a gagné, mais en tant que joueur, sur le terrain, ce qu'il a inspiré, c'est un truc de malade. Ah, c'est tout juste incroyable. Maintenant arrivent les JO. Les 3 compères ont une petite discussion en sous-marin. Donc, vous voyez là où je veux en venir. Et là, on va passer à la deuxième partie de sa carrière. Tous, ils gagnent la campagne des JO avec Kobe en tête d'affiche. Mais D-Wade reste pas le lieutenant, mais le joueur qui met le plus de points lors de ces JO. Ouais. C'est le meilleur scoreur. Sorti de banc en plus. Mais c'était l'arme fatale, c'était l'arme secrète de l'équipe, je me rappelle. C'était stylé. Et donc, D-Wade tête calée. Il avait tué à cette époque. Non, j'avoue, c'est et donc là, nos 3 compères décident de se réunir. Bien sûr, on parle de Wade, Bosh, King LeBron. Et c'est là que les Heatles se forment sur The Decision. Chris Bosh signe quelques jours avant au Heat. LeBron a fait tout son cinéma pour annoncer sa venue au Heat. The Decision, attention. Non, les gars, mais c'est là qu'ils ont un peu, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est là qu'ils ont un peu, à mes yeux, un peu tué le game. Donc après, je peux comprendre, hein, ils sont partis au JO, ils se sont dit, ah ouais, c'est facile quand tu joues avec des gars aussi bons, ils se sont dit, bon, on va reprendre notre équipe de JO, on va l'amener au même billet, on va gagner des titres comme ça. Ouais, non, parce qu'ils voulaient Melo aussi, hein. Ils voulaient Oui, Melo, c'est hein. vrai. Ils voulaient Melo, mais Melo, il a dit, eh, laissez-moi sécuriser mon argent à Denver, là, il a signé son contrat avant tout le monde, ça fait qu'il a pas pu venir avec eux, et je pense que même dans sa mentalité, il était pas trop dans ça. Mais, ouais, effectivement, la création des Beatles, et c'est là que la deuxième partie, comme tu dis, la question, bah, est-ce qu'en fait, finalement, D-Wade, c'est pas un lieutenant de luxe parce qu'il va se retrouver
retrouver dans cette situation où il va devoir faire des concessions. Mais c'est pas direct, en fait. Parce que quand tu repenses à la création des Heatles, ouais, OK, ils vont jouer ensemble. Et on se souviendra toujours de LeBron, not one, not two, not three, not five. Les mecs, ils se disent, ça y est, c'est bon, on va détruire la ligue. Parce que pourquoi on va détruire la ligue? Parce que déjà, on a deux top 5 players de la ligue à l'époque dans la même équipe. Et les gens qui me disent non, D-Wade, c'était pas top 5, comme tu le disais tout à l'heure, allez regarder les classements des MVP. La saison avant l'arrivée de LeBron à Miami, D-Wade, il est dans le top 5. Et les années d'avant, il est dans le top 10 des votes du MVP. Donc, c'est clairement un top player. Il faut pas regarder les résultats de Miami et voir que l'équipe, elle était moins bonne. C'est normal, elle est moins bonne. Quand ils ont Bah, gagné en 2006, ils avaient beaucoup de vétérans. Et ces vétérans, tu vois, les Gary Payton, les O'Morning, les gars qui faisaient l'équipe. En gros, D-Wade, toute sa carrière, la seule constance qu'il a eue, après, à part LeBron qu'il a eu un moment, c'est Udonis Haslem. Nous, les autres joueurs, genre, ils étaient vite sur le déclin, ils ont trad le Shaq, et après, bah, ils se retrouvaient avec des joueurs draftés, des gars qui ont un peu flopé, tu vois, genre Michael Beasley, etc. Quand ils arrivent, c'est pas des gars qui ont confirmé ce qu'on attendait d'eux. Donc, les gens qui pensent que parce qu'il a eu cette période de moins bien collectivement parlant, on va dire que ouais, non, c'était pas un top player. Non, on dit ouais, c'était un top player. Comme tu l'as dit, lui, sa meilleure saison, où il mettait 30 points par match. Il était dans le vote d'MVP, c'était le meilleur marqueur de la ligue. C'est juste que l'équipe n'était pas performante et c'est à cause de ça que je pense qu'il a pas eu d'MVP ou quoi que ce soit. Bah là, on arrive sur leur première saison au Heat. Au début, c'est plutôt compliqué. Ils font une série de matchs qu'ils enchaînent où il y a pas mal de défaites. Par la suite, ils remontent très vite la pente et là, on commence à voir une certaine alchimie. Mais par contre, les rôles ne sont pas encore bien définis. On ne sait pas encore qui est vraiment le patron parce que c'est D-Wade continue à faire de vraies performances et le ballon est toujours partagé entre lui et LeBron. Vient le moment, ils arrivent en playoff et là, oui. Même avant les playoffs, hein. Moi, je me rappelle cette époque-là, je vais pas te mentir, hein. J'étais un hater du Heat, donc j'assume, y a pas de souci. Mais quand j'avais vu leur début de saison et qu'ils avaient des problèmes de cohésion de groupe, etc. Ah, moi, j'étais content. Mais non, mais parce que ouais, faut pas arriver comme ça. Tu prends tous les meilleurs joueurs de la ligue, tu les mets ensemble et tu dis ouais, on va gagner 7 titres et tout va bien. Genre, à un Certains moment, non, non, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Donc, j'étais d'accord que quand il y avait les incohésions dans leur groupe, bah voilà. Et pourtant, hein, encore une fois, T-Wade, je kiffe. LeBron, quand il est arrivé dans la ligue, sincèrement, je pense que c'est le joueur nous, à notre niveau, on peut dire qu'on a vraiment suivi toute sa carrière, qu'on a kiffé aussi. Je vais pas, tu vois, on va pas revenir en arrière, dire, ouais, non, le gars, il est pas bon. C'est pas vrai. Les gens qui disent que LeBron, il mérite pas si, c'est pas vrai. Est-ce que c'est mon GOAT? Non. Mais est-ce que, voilà, on s'est compris. Mais, sincèrement, moi, ça m'a déçu. Parce que regarde, après, les gars, ils sont arrivés. Ah, OK, la première saison, comme tu l'as dit, ça a pris du temps à se mettre en place. Et moi, j'étais content qu'il y ait ces problèmes de cohésion parce que dans l'esprit, pour moi, c'était un peu de la triche. Et le message, il était mauvais de se dire, ouais, on peut arriver, mettre deux top 5 NBA ensemble et se dire, allez, on va gagner comme ça. Et c'est normal. Alors que les gars, à la base, ils sont rivaux, ils nous offrent une performance de malade. Je sais pas, c'est comme si à un moment, Magic et Bird, ils avaient dit, vas-y, on joue ensemble. Ah, non, les gars, c'est pas comme ça. Non, je veux voir jouer l'un contre l'autre. On veut une finale de conférence Est D-Wade contre LeBron. Bref, on n'a pas eu ça. Et le fait que quand ils arrivent ensemble, ils aient du mal. Bah, pourquoi ils ont du mal? Parce que tu as deux alphas. Tu as 2 mètres dans la maison. Tu as 2 mètres dans le foyer. Qui va accepter de prendre un pas en retrait? La première saison, les deux, ils tournent à 25 points. Comment on fait? Les deux, ils bah doivent porter la balle. Les deux, tu vois, comment on fait? Bah, tout se passe bien parce que même quand tu regardes bien pendant les playoffs, après ils ont trouvé leur rythme. Premier tour des playoffs contre Philly, ça fait un 5-1. Après c'est Boston. Ouais, mais c'est la conférence Est, les mecs, ils étaient pas, à part Boston, même Boston, ils étaient vieillissants, on va pas faire non plus, même s'ils ont, Chica- ils ont fait des belles séries, mais il y avait des histoires de blessures, etc. T'avais Chicago qui arrivait, attention, avec Derrick Rose, c'est vrai, ça, on peut pas le nier. Mais en vrai, la conférence Est, c'était pas non plus, voilà, tu vois. Comparé à l'Ouest de l'autre côté, c'était pas non plus, voilà. Mais effectivement, t'as la domination du Heat, on peut pas dire le contraire. Quand ils ont réussi à mettre les choses en place sur la saison régulière et qu'ils ont réussi à prendre un rythme, effectivement, sur les playoffs, ouais, Bah, c'est- ils ont clairement roulé sur tout le monde jusqu'à tomber sur Dallas. Ils gagnent le premier match, ils perdent le deuxième. Il y a soit un match où Dirk Nowitzki, je sais plus si c'est le troisième ou le quatrième, où Dirk Nowitzki, il est malade. Les deux fameux compères se moquent de lui en disant ouais, soi-disant ils font semblant, ce genre de choses. Ça réveille un peu l'âme de l'équipe et en fait ils le prennent tous personnellement alors que dire qu'il était vraiment KO. Et au final, on connaît la suite. Problème d'alchimie à ce moment-là. Le hit n'est plus vraiment problème d'alchimie. quand tu tombes contre une équipe qui est vraiment construite et tu sais pas vraiment qui était le chef, c'est plus à ce moment-là
que ça devient compliqué parce on savait pas si c'était vraiment la team à LeBron ou la team de Wade. Wade restait quand même le patron et le visage de la team à ce moment-là. Ah ouais, Wade, il était bien sur la finale, hein. Wade fait vraiment des performances de 22 points. Bon, le dernier match, il a fait seulement 17 points, mais il a fait une perf jusqu'à 36 points lors du deuxième match qu'ils avaient perdu. Et franchement, là, on voit que G-Wade reste toujours le patron de la team. Bon, après, LeBron, lui, je pense qu'il s'en souvient jusqu'à présent. Il fait la pire campagne de playoff qu'il aurait pu faire. Difficulté à attaquer en poste bas dos au panier, qui fait un match à 6 ou 9 points. C'est sa plus petite perf en carrière sur un match de playoff. Il n'arrivait pas à poster Jason Kidd. Très compliqué. Pas que Jason Kidd. Oh, faut dire les termes. Il y avait Diego Barea aussi. Il y avait Jason Kidd, il y avait Barea. T'as Jet Terry qui est en face et qui est en feu et LeBron, il n'arrive pas à le stopper. Il n'arrive pas à être meilleur que lui. Bon, après, LeBron, il le dit, il avoue lui-même. C'était la pire série de sa carrière. C'est le pire moment de sa carrière de joueur. Derrière, il a rebondi. Mais en vrai, ce que j'essaie de dire tout à l'heure, c'est oui, il y a sûrement des problèmes d'alchimie, mais il y a surtout le fait que LeBron n'était pas au niveau. Donc après, peut-être qu'il n'était pas au niveau parce qu'il n'acceptait pas d'avoir à partager la balle, le rôle de leader avec D-Wade. Sûrement, j'en sais rien. Mais D-Wade, ça l'a pas empêché de performer. D-Wade, sur la finale, il reste quand même avec des stats respectables. C'était le Plus meilleur que joueur du Heat. respectable. Voilà, c'était le meilleur joueur du Heat. Il a tenu son rang. Et celui qui, à l'époque, à ce moment-là, n'était pas au niveau, bah, c'était LeBron. Tu vois, même quand on est encore dans ces débats d'alpha, lieutenant, bah, déjà, sur la première saison, on te montre que quand les gars, ils sont arrivés ensemble, quand D-Wade, il est au top de sa forme, le gars, sur la finale, même s'ils l'ont perdu, sur la saison régulière, il est resté dans ses stats. Dans les playoffs, il est resté à son niveau. Et sur la finale qu'ils perdent, c'est le seul qui brille, entre guillemets. C'est ce qui est à son rang. Encore une fois, pour un peu truquer cette idée, ce truc de le Wade, c'était qu'un lieutenant. Non, non, Wade, c'était pas qu'un lieutenant. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur la suite, sur les moments, les jours un peu plus beaux, on va dire, pour lui, parce que comme tout le monde le sait, derrière, ils ont quand même réussi à gagner. Mais tous les gens qui ont suivi te diront que même LeBron, à un moment, le dit. Parce que D-Wade, quand il parle de cette période, il dit, bah, moi, j'avais déjà gagné. Moi, je savais déjà comment gagner. Et dans un sens, c'est D-Wade qui apprend à LeBron comment gagner derrière. Donc, est-ce qu'on peut le réduire juste à un rôle de lieutenant alors que c'est lui qui apprend à l'un des meilleurs joueurs de l'histoire à gagner? Est-ce que ça peut être son lieutenant? Bah, à ce moment-là, de lui-même, il le dit. Il se met en retrait après cette finale perdue. Il va voir LeBron et il lui dit la team, en gros, il lui laisse. Il se met un petit peu au second plan. Ses stats restent plutôt corrects parce que les saisons d'après, il est à 25, 22 et 23 pour les 3 saisons qui suivent. Donc, c'est pas quelque chose de négligeable. C'est plutôt très correct, même pour un lieutenant. Mais on se rend compte que LeBron porte plus la balle et c'est là que tout va bien aussi. C'est que chacun a sa place. Chris Bosh est totalement en troisième larron. Pour moi, à ce moment-là, je verrais plutôt D-Wade comme un peu le ciment et celui qui fait en sorte que l'équipe tourne bien pour que LeBron puisse s'exprimer le numéro 1 qu'il est et qu'il a toujours voulu être. Oui, il a facilité tout ça pour LeBron, mais il y a aussi des trucs, il y a plein de choses à prendre en compte. Faut prendre en compte que déjà, D-Wade, il est plus vieux que LeBron. Donc déjà, en termes d'âge, en termes de la tenue de son corps, de santé, je pense que déjà, pour lui-même, il rentrait dans une phase où, je vais pas dire il était plus dans son prime, mais il commençait déjà à sentir qu'il fallait qu'il se préserve un peu. Alors que LeBron, c'est l'inverse. De toute façon, on le voit encore aujourd'hui. Le gars, il était dans son prime aussi bien, au niveau du basket, de ses stats, de ce que tu veux, que physiquement. Le gars, LeBron, ça devenait la machine de guerre. Donc forcément, à un moment, tu dis bon, bah peut-être que c'est plus logique pour le bien de l'équipe que je laisse LeBron un peu prendre le devant de la scène. Mais encore une fois, est-ce que pour autant ça va faire un simple lieutenant? Parce qu'en fait, c'est un peu de l'intelligence. Et après, c'est là qu'on a toujours ce débat. C'est pareil avec Curry et Durant quand on dit ouais, mais est-ce que c'était Curry le lieutenant de Durant ou est-ce que c'était l'inverse? Et les gens ils disent bah non, c'est Durant qui avait les titres de MVP. Et t'as des autres qui disent bah non, c'était encore la team de Curry parce que c'est Golden State et Curry il a prouvé d'ailleurs qu'il peut gagner 108. Mais c'est un peu le même débat où est-ce que parce que statistiquement parlant, le gars il a pris un peu de recul, ça veut dire directement que c'est un lieutenant? Est-ce que dans les performances, dans le fait d'être clutch, d'être un closer et d'être aussi, parce qu'on le sait, ça restait le leader de Miami? Bah, moi, j'ai quand même une question par rapport à ça, une question ouverte et les gars, n'hésitez pas à liker, partager et mettez-les dans le commentaire. Je vous la pose aussi à vous, donc j'espère que vous allez participer. Je te pose la question, est-ce que si on inverse les rôles et que LeBron s'est venu et dire bon, D-Wade,
D-Wade, t'as déjà gagné. Je sais que tu sais comment on peut gagner. Je vais me mettre à ton service. Je pense qu'ils auraient pu gagner, pas autant parce qu'ils en ont gagné 2. Alors, faut le rappeler qu'ils pensaient qu'ils allaient en gagner 7. Allez voir ce qui s'est passé, ce qu'il a dit, le Boog. Ils pensaient qu'ils allaient en gagner 7. Est-ce que tu penses que s'ils auraient fait l'inverse, ils auraient pu gagner au moins ces 2 titres? Si D-Wade, il reste physiquement au top, je pense qu'ils peuvent gagner plus de titres. Tu vas me Ah, dire que tu es un fou, mais je pense que ouais. laisse-moi t'expliquer. Pourquoi je pense ça? Parce que LeBron, son rôle, ce qu'il est capable de faire sur le terrain, c'est un peu plus vaste que ce que D-Wade, il est capable de faire. Ça veut dire que, ne m'insultez pas, hein, ne rentrez pas dans le truc, mais LeBron, c'est un peu une version évoluée et beaucoup plus forte à Scottie Pippen. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ce Ouais. gars qui est capable de porter la balle, d'organiser le jeu, etc. Mais le killer, le tueur, et encore une fois, je reste dans la mesure, je dis pas que D-Wade c'est Michael Jordan, mais le tueur, le gars De la qui a team. ce truc, qui va t'assassiner, qui va te rentrer dedans jusqu'à la mort, qui a peur de rien, c'est D-Wade. Donc, est-ce que si D-Wade, il arrive à rester en forme et LeBron, il accepte d'être ce rôle, ben, peut-être lui d'être le ciment et de se dire, je vais faire tout ce qu'il faut faire pour que dans les moments clutch, D-Wade, il puisse être, voilà. Est-ce que l'équipe, ils auraient pas gagné plus aussi? Est-ce que la cohérence d'équipe, elle aurait pas duré plus longtemps? Est-ce que lui, il serait pas resté plus longtemps ensemble? Est-ce qu'il serait pas allé chercher ses 5, 6, 7 titres? Je sais pas, on saura jamais. Et peut-être que, tu vois, peut-être que je me trompe dans ce que je dis. Si on essaye d'imaginer un schéma comme ça, on l'a déjà vu, on a vu ce que ça a amené à Chicago. Est-ce que tu remets un schéma comme ça à Miami? Est-ce que tu peux pas aller chercher au moins 3 titres? Moi, je Déjà, moi, trouve je trouve, vas-y. ça se tient en tout cas. Après, elle est pas me tuer, hein. Et je suis pas en train de dire LeBron c'est Pippen et qu'il peut pas faire mieux, qu'il a pas. Ah, Au tu peux le contraire. dire. Non, non, Pippen lui-même a dit dans un short, moi j'ai 6 oui. bagues. Donc, Ouais, oui, non, mais Pippen, il se prend meilleur que Jordan. C'est mon gars, mais je peux pas parler. Je vais pas rentrer dans ce truc-là. Moi, Pippen, je le kiffe. Moi, je te dis la vérité. Moi, mon amour du basket, elle est liée aussi à ce que j'ai vu et ce que j'ai kiffé de Scottie Pippen. Donc, je suis même pas là pour dire que c'est pas bien d'être au niveau. Bien sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais LeBron, il est au-dessus. Il y a même pas de débat dessus. Je dis juste que si on arrive à gérer ces égos-là et que D-Wade, il arrive à rester en forme, est-ce qu'un schéma comme ça, tu as LeBron qui est un peu plus le gars qui organise l'équipe, qui voilà, D-Wade c'est le closer, le killer, est-ce que ça marche pas mieux? Parce qu'on sait que D-Wade, il avait ses gènes en lui. On l'a vu, il l'a prouvé sur la finale contre les Mavs en 2006. Alors, je suis pas en train de dire LeBron, il est pas capable de kill la game. Je suis pas en train de dire ça. Mais je dis juste que voilà. Tu me poses la question, je t'ai répondu. Je pense que ils auraient été, et encore une fois, hein, faut pas oublier l'élément aussi très important, c'est la forme de D-Wade. Parce qu'on sait que après, à c'est partir de la deuxième, troisième saison avec Miami, il commence à être moins bon. Il fallait qu'il se préserve. problème Son de genou, genoux, tout ça. tu vois, il a eu plein de problèmes. Donc, je suis pas en train de dire voilà. Mais je dis juste que D-Wade Prime, bah, s'il a ce rôle-là, moi, j'ai pas de doute sur le fait qu'il est capable de gagner parce qu'il a déjà fait. Bah après, par la suite, bon, il gagne les 2 titres. On pense que ça va continuer, désillusion. Là-dessus, ça s'arrête assez vite à la C'était sur, à brutal la- quand même. Quand tu ouais, repenses, c'était brutal là. à la surprise de tout le monde. Pat Riley, il a pas fait dans la dentelle non plus. Il a pas apprécié tout par la suite. Donc LeBron 2, ces choses-là, on les fait pas avec Pat Riley. L'entente est pas forcément là. Et quand on regarde les discours de Pat Riley après, je sais même pas si Pat Riley il reparle de cette période-là actuellement. Donc souvent tu l'entends faire des éloges sur pas mal de joueurs, mais sur Monsieur LeBron James très rarement. D-Wade aussi, je crois que il fait encore 2 ans et il part à Chicago. Il reste même pas un an pour aller à rejoindre son gars sûr à Cleveland. Ça, faut même pas parler de ça, en fait. Et puis au final, Là, c'est, bref. C'est la période de D-Wade, là, où, voilà, c'était la fin de carrière, où l'expérience à Cleveland, elle avait même pas de sens. Ils se sont remis ensemble, je sais même pas c'était quoi le but. C'est même, en vrai, c'est même plus intéressant de parler de sa dernière saison à Miami, où il a un peu redoré son blason et il a récupéré les clés de sa maison, je trouve. ben, Mais la période, après, c'est vrai que je trouve même sur la fin de carrière de D-Wade, et c'est là où pour moi aussi on peut voir le grand joueur qu'il était. Et moi là où là tout de suite je me positionne tout de suite, le placer en tant que second seulement de LeBron tout ça, je trouve que les gars la plupart ou je sais pas comment vous le percevez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi pour moi je le place vraiment en tant que légende et numéro 1 et je retiens surtout la première partie de sa carrière parce que quand on regarde aussi les stats de D-Wade sur la fin de sa carrière,
sa dernière saison, il est quand même à 15 points, même s'il redore son blason. Mais voilà, quand il est au hit, pour un mec qui a plus de genoux et qui est quand même d'être capable de sortir des moments intéressants, il est à 11 points. Pour quelqu'un qui a une fin de carrière et qui finit sur le banc, en sachant que quand il était au hit, il était même pas titulaire. Franchement, là-dessus, je trouve que c'est l'une des meilleures fins de carrière qu'on peut voir actuellement. Je trouve qu'il s'est arrêté et qu'il n'a pas fait la saison de trop comme certains. Non, c'est vrai que ça a pas de carrière, même si, comme je te le disais, pour moi, le Chicago, je pense que ça lui tenait à cœur de retourner à la maison. Donc, je comprends le move, mais au final, ça s'est pas soldé parce qu'il souhaitait. Le passage à Cleveland, sincèrement, je pense que ça, c'était un flop et lui-même, il le dit. De toute façon, même, j'ai les images de D-Wade avec le maillot de Cleveland, ça le faisait pas, c'était moche, c'était pas, bref, c'était du n'importe quoi. Mais, effectivement, je pense que si tu regardes les carrières, bah, tu vois la fin de carrière de Melo, par exemple, c'est pas forcément beau à voir. Il y en a d'autres aussi, c'était pas forcément beau à voir. Lui, qu'il ait eu l'opportunité de retourner chez lui, de redonner de redonner un peu plus de splendeur à son nom et de terminer à Miami sur une belle saison en plus, parce que effectivement, 15 points, 4 rebonds, 4 passes, All-Star honorifique avec Dirk en plus. Tu vois, c'est marrant parce que leur carrière, elle est liée. Les mecs, ils prennent leur retraite ensemble et ils ont tous les deux ces derniers All-Star ensemble. C'était quand même un kiff. Donc, non, il y a tout ça qui fait que, au final, on retient quand même, c'est D-Wade, c'était le boss de Miami. Tu vois, aujourd'hui, quand tu regardes la franchise de Miami, je pense qu'il y a personne qui te dira, ah, le meilleur joueur de l'histoire de la franchise de Miami, c'était LeBron James. Il y a personne qui pense comme ça. Non, c'est clair. C'est D-Wade, il a tous les records en points, en ce que tu veux. C'est D-Wade le boss de Miami. Donc comment ce gars-là, tu peux dire c'est le boss de Miami et en même temps tu peux dire c'est un lieutenant dans sa carrière. Après, le seul bémol qu'on pourrait dire, et si on pourrait lui reprocher quelque chose, c'est que pour moi, cette alliance pour le hit, on peut pas dire vraiment que c'est pas une bonne chose, dans le sens où il ramène 2 titres. Pour nous, en tant que fans, peut-être c'est une désillusion, mais pour lui, ça reste quand même 2 titres de plus, des saisons quand même de très haut calibre, des actions d'anthologie, notamment cette action qu'il a avec LeBron et cette fameuse passe. Après LeBron, il va au Tomar et il y a cette photo mémorable que le journaliste il a pris. Franchement, c'est pas quelque chose à oublier, mais pour revenir au bémol que je dis, contrairement à Kobe, leurs deux carrières peuvent être liées parce que on peut dire en tant qu'arrière, le numéro 1, on sait c'est qui. Pour moi, le numéro 2, c'est Kobe. C'est difficile à aller chercher. Et G-Wade, on peut le mettre en 3-4 selon vos affinités. Moi, je mettrais en 3. Si tu vas chercher des anciens, peut-être qu'il est 4 parce que tu vas dire un gars comme Jerry West, si tu le mets au poste d'arrière, il y a débat que Jerry West, il est devant D-Wade ou je sais pas, Oscar, pour moi, c'est un meneur, donc je dirais pas ça, mais certains diront Elgin Baylor, des gars comme ça. Tout dépend de qui tu places, à quelle position, mais effectivement, dans les mémoires récentes, D-Wade, pour moi, c'est clairement le troisième meilleur arrière. Et ne me dites pas James Harden, même si, ok, voilà. Et ne me dites encore moins Klay Thompson, parce que je l'ai déjà entendu. J'ai déjà entendu que je veux pas rentrer dans ce débat, ne me dites pas Klay Thompson. Mais par contre, ce que tu disais là, c'était intéressant sur le parallèle entre Kobe et T-Wade, parce en gros, les deux, ils ont un peu une carrière inversée. C'est que Kobe, il commence sa carrière en étant un peu la deuxième option des Lakers et ils ont beaucoup de succès avec le Shaq comme ça. Mais derrière, comme tu l'as dit, comme on l'a dit au début, il s'en débarrasse et il veut montrer que c'est lui l'alpha, c'est lui le boss. Et là, t'as personne qui remet en question la legacy de Kobe. Donc après, c'est Kobe, il y a pas de souci. Mais personne ne remet en question sa legacy parce que dans les mémoires récentes, on voit Kobe qui gagne avec Pogazol, on voit que c'est lui le boss, on voit que voilà. Donc on oublie un peu, enfin c'est pas qu'on oublie, mais on se dit pas, on met pas contre lui le fait que à un moment, bah ouais, c'était Shaq qui gagnait le MVP, le final, les finales MVP, c'est Shaq qui était le meilleur joueur des Lakers. On met pas ça contre lui. Alors que D-Wade, vu que c'est inversé, t'as D-Wade qui a commencé sa carrière en mode tout seul, entre guillemets, je vais gagner mes titres, prends mon final MVP, et que derrière il y a ce passage avec LeBron. Les gens retiennent plus ce passage avec LeBron et t'as l'impression que dans l'historique de tout le monde, bah, D-Wade, c'est un lieutenant. Alors que il a fait ce qu'il avait à faire, il a prouvé ce qu'il avait à prouver. Donc pourquoi lui, on retiendrait ça contre lui ou peut-être c'est juste un souci de mémoire, tu vois. Mémoire récente, ben D-Wade c'était le deuxième gars dans l'équipe derrière LeBron, donc forcément sa carrière on va la résumer à ça. Alors que pour moi c'est une erreur. Voilà, voilà. On a fait un petit résumé, en gros, de la carrière de D-Wade. Comme on l'a dit, les gars, n'hésitez pas à partager, liker, commenter, participer, ça aide la chaîne. Répondez surtout à la question, le Wade alpha ou lieutenant de luxe de LeBron James. Ça, on vous laissera en décider. Nous, en tout cas, on a tranché.
C'était le général G avec mon gars Black dans la chronique. À bientôt les gars.